Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR Softspoken un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Gouvernel, qui est mon ami, mais qui est avant tout réalisateur. Et il va nous parler un peu de son métier, de ses projets, etc. On a préparé une série de questions que je vais lui poser. Et vous allez découvrir un peu ses projets, son taf, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se fait la création d'un film, etc., etc. Nous pouvons commencer. Mettez un petit pouce bleu avant toute chose pour aider la vidéo à être plus vue par plus de personnes. Alexandre, bonjour. Donc, salut Aurélien. Déjà, merci de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Dis-moi déjà si je parle dans un bon timbre. Tu là. parles dans un très bon timbre. Ok. Et tout va bien. J'aimerais éviter juste de chuchoter. Je pense que je vais faire un peu des deux. Tu peux faire un peu des deux, il n'y a pas de souci. Ok, on va faire ça. Alors, pour commencer, Ouais. présente-toi rapidement. Ok. Donc, je m'appelle Alexandre Gouvernel. J'ai 21 ans. Voilà, donc j'ai grandi dans le centre Val-de-Loire et là en ce moment j'habite à Paris. Et puis je suis auto-entrepreneur dans la vidéo et je réalise des films, des petits courts-métrages en ce moment. Ok. Alors, quel est ton style de réalisation ? Là pour l'instant je suis essentiellement basé sur des courts-métrages. Des courts-métrages qui sont un petit peu surtout des drames romantiques. Donc pour l'instant j'ai pu faire Le Fleuriste, voilà, qui est visible sur internet. Et puis là je réalise un prochain film qui s'appelle Les Amours Silencieuses. Ouais. Dans Donc, le- j'ai participé, du coup. Voilà. Et je pense qu'on va surtout en parler aussi lors de cette vidéo. On va en parler. Alors, donc tu as dit que tu étais plutôt dans le court-métrage. Est-ce que tu dois faire des longs-métrages ? En effet, c'est un peu, comment dire, ce qui est au bout de mon chemin. Genre, ça fait partie de mes projets. Il n'y en a pas un en cours d'écriture, mais ça va venir, en tout cas, ça c'est sûr. Je préfère vraiment maîtriser un maximum le court-métrage pour ensuite passer au moyen, peut-être, et au long. Et au long après, oui. Ok. Alors, à quoi ça te sert de faire des courts-métrages ? Par rapport au long-métrage, du coup. Alors, le court-métrage, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, l'intention d'un spectateur ou d'une personne lambda est environ de 2 minutes sur son attention maximale. Sur un projet vidéo ou même un cours, c'est 2 minutes. Et après, 10 minutes, on commence peut-être un peu à se détacher. Dans un long métrage, on est 10 minutes à fond, puis après, on se détache, puis on y retourne inconsciemment. Il n'y a pas de « je me fais chier » ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'en fait, le format court permet t'as quelque chose en fait qui est très fluide dans le visionnage. Et puis, on peut croire que raconter court c'est plus simple, mais en fait pas forcément, parce que tu peux avoir tellement d'idées qui fusent, tu sais pas trop comment faire et tout. Et moi, pourquoi je fais du court-métrage, c'est un peu pour ça en fait. C'est quand j'ai des idées plutôt courtes, j'aime bien toutes les infuser dans un seul et même film. Et parfois ça peut prendre 5 ou 10 minutes. Ouais. Ok. As-tu déjà fait des festivals ? Et si oui, lesquels ? Alors, oui, j'en ai fait quelques-uns. Pas forcément toujours en tant que réalisateur, parfois j'étais juste en tant que bénévole pour participer en tant que photographe ou vidéaste. Donc il y en a un qui s'appelle Jeunesse tout court, qui se situe à Rémalard-en-Perche. Voilà, donc il y a eu plein d'aides pour ce festival d'ailleurs, donc c'était sympa. Et puis sinon, j'ai pu présenter mon film à un festival à Chartres. Voilà. Le nom c'était Cinéclap. Je me rappelle. Voilà. Et puis après, j'ai participé à plusieurs petits festivals qu'on appelle plutôt des cabarets. C'est le Kino Cabaret. Les kinos. Où là on fait des films en 3 jours. Comme tu sais, on en a fait quelques-uns ensemble. Oui.
Et puis après, il y a une projection à la fin, c'est trop bien d'ailleurs. Renseignez-vous sur ce que c'est vraiment pas mal. Ok. Alors ensuite, comment est-ce que tu fais pour financer tes films? Est-ce que ça a un coût? Ouais. Par exemple, mon prochain film a demandé beaucoup de sous. Et donc j'ai fait une cagnotte où j'ai demandé 2000 euros. On a eu plus. Cette cagnotte sur Litchi. Donc je remercie beaucoup Litchi du coup. Ouais. Et donc voilà, ça s'est fait en cagnotte. Et puis les gens ont participé en échange de... En échange de... Comment on dit? Merde. De contrepartie. Voilà. Donc les gens ont participé en échange de contrepartie, quoi. Donc c'était sympa. Ouais. Alors, on a le chat qui est venu nous rejoindre. Alors, parle-nous du coup des Amours silencieuses, ton prochain film, qui est d'ailleurs en cours de montage. J'ai pu participer à une séance de montage hier, avant-hier, je sais plus. Ouais, Enfin, les 2 derniers jours, quoi. Donc Les Amours silencieuses, c'est mon premier court-métrage plus long, en fait, et réalisé avec des financements. Parce que les précédents, il n'y avait vraiment pas de sous. Donc là, il y avait un vrai financement. Donc c'était super sympa, on était une grande équipe. Et donc ce projet, c'est un projet très personnel, donc qui résulte d'une ancienne relation amoureuse que j'ai pu avoir, et donc j'en parle en fait à travers ce film. Et c'est pas parce que ce film en fait est très personnel que vous ne pourrez pas non plus ne pas vous identifier dans celui-ci. Oui. Donc c'est un film dont la bande-annonce est sortie. Donc voilà, elle est Je possible. la mets en fond là si vous voulez. Voilà. Donc il y a la bande-annonce. Je préfère pas en dire beaucoup sur ce film niveau scénario. Non, faut pas. Vous pourrez voir la bande-annonce et puis j'espère que ça vous plaira. Ouais. Alors, pendant la création de tes films, tu dois avoir une routine de travail. Alors, quand t'es pas en création, bon, tu vis comme quelqu'un de normal, mais lorsque t'es vraiment en création, en tournage, etc., et qu'il faut respecter des deadlines et tout, qu'est-ce que c'est ta routine? Bah déjà, on dort très peu. Il n'y a pas beaucoup de dodo parce que en fait t'as tellement les idées qui s'en vont et qui viennent. C'est pas évident. Donc on est plus sur un principe où je pense tout le temps au film. Je vais beaucoup aussi regarder, je vais regarder beaucoup de films aussi, dans le même style. Ouais. Je vais beaucoup regarder de photos dans ce même style du film. Et ça me servira aussi d'inspiration pour certaines scènes ou plans que je vais peut-être ajouter dans le découpage technique. Ouais. Et au moment de la tournage, il m'arrive de dormir que 2 heures. Bon, c'est pas évident pour la concentration, mais, Ouais, c'est sûr. mais en soi, parfois j'arrive très bien à faire quand même quelque chose, donc c'est cool. Ouais. Surtout quand t'enchaînes des heures et des heures de tournage, tu dors peu et tu recommences le lendemain la même chose. Ouais, tu te lèves à 7 heures alors que tu t'es couché à 4 heures parce que t'arrivais pas à dormir. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. C'est une horreur, quoi. Comment tu fais pour choisir les acteurs? Parce qu'il y a un casting et tout ça. Donc, Ouais, alors les acteurs en fait, je vais d'abord sur un site qui s'appelle Cinéasme.org, donc voilà, qui est un site indépendant, qui est vraiment, que franchement je conseille et je remercie d'exister. Et en fait, Cinéasme.org, tu cherches d'abord en fait le style de personne, donc tu renseignes l'ethnicité, le sexe, Ouais. l'âge aussi. Si t'as vraiment une idée précise, hein, sinon tu peux être assez vaste. Ouais. Et en fait, après, j'ai eu plus de 150 candidatures par personnage. Je recherchais 5 acteurs. Et donc, bon, d'abord c'est un peu triste, mais d'abord c'est au faciès. Ah, c'est Tu logique. fais, bon, bah, lui j'en veux pas, lui j'en veux, lui j'en veux pas. Un peu le Tinder, quoi. Ah, le Tinder des acteurs. Du cinoche. Et une fois que. Moi j'en sélectionne 5 acteurs par personnage. Ouais. Je me dis, bon, j'en prends 5 qui sont pas mal. Ensuite, à ces 5 acteurs, dans un délai d'une semaine environ, grand max, j'envoie un mail en leur disant qu'ils ont été présélectionnés
Et j'aimerais voir, parce que d'ailleurs, oui, je regarde pas que la photo, je regarde aussi la bande démo pour voir comment ils jouent. Ouais, Parce forcément. que parfois ils peuvent être sympathiques visuellement, mais malheureusement au jeu ça va pas être trop ce qu'on Ouais, recherche. c'est pas tout. Ouais. Voilà. Donc ensuite je demande comment ça s'appelle, une self-tape. En fait c'est comme on était en période Covid, je ne pouvais pas faire un casting comment dire, en présentiel. Donc j'avais la vidéo de eux, je leur donnais une voix, un monologue d'un film connu qui est à peu près cohérent avec le personnage qu'ils ont à jouer. Ils m'envoient ça en vidéo, filmé avec les moyens du bord. Oui, bah forcément, pas comme Voilà, ça. pas de problème. Je reçois la vidéo et je regarde. Et à partir de ça, bah là, très rapidement, je sais qui je prends. Oui, bah c'est sûr. Et puis après, bah, c'est à ce moment-là que je les invite pour une lecture du scénario. Ouais. Et puis voilà, quoi. Après, il y a la répétition et tout. Ok. Alors, du coup, sur le film, il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi les cadreurs, les chefs-op, etc. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi pour ce film en particulier? Je le sais parce que j'y suis allé. Il y avait voilà, une centaine de personnes qui travaillaient sur le projet en tout. Alors que si on compte vraiment tous les gens qui ont participé, Oui, la figuration, ça la fait post-production. environ 100 personnes. Comment est-ce que tu as trouvé 100 personnes? Est-ce que c'est par rapport à tes connaissances? Est-ce que c'est par rapport à... Voilà. Enfin, moi je sais, mais je te demande quand même. Ouais. Bah, du coup, oui, c'est surtout basé sur des connaissances de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc je leur dis, bon bah écoute, j'ai un film, si tu veux venir aider, viens. La plupart sont des gens dans le cinéma, tout dépendant en fait du rôle. Je vais pas prendre un mec qui aime le cinéma juste pour faire directeur de la photo. Mais si c'est pour filer un coup de main à mettre 2 morceaux de gaffeur, j'en sais pas, enfin je minimise un peu le travail, mais c'est pas ça, mais si c'est quelque chose en fait qui néglige un peu moins de compétences, ça peut être des amis qui vont aider, tu vois, et ça c'est super de travailler avec ses amis. Ouais. Et sinon, quoi, c'est un job dont je n'ai pas forcément de connaissances. Bah là, on va aller sur Cinésport, justement, et on va chercher un G-son ou régisseur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je m'inscrive sur Cinéas.org d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que Moi, je j'ai suis pas pensé. dessus et c'est pas mal. Tu reçois des mails. Ouais. C'est cool. Alors, qui est-ce qui s'occupe des images? Alors, bon, sans faire mon prétentieux, d'abord c'est moi, puisque c'est moi qui va dire exactement ce que je veux en termes d'image à mon directeur de la photographie. Ce directeur de la photographie, c'est aussi un réalisateur qui s'appelle Guillaume Le Saout. Donc celui-ci a pu faire plusieurs petits films qu'on pourra aussi peut-être mettre en description dans sa chaîne, Vimeo. Donc il a fait beaucoup de films qui sont vraiment dans le même esprit que moi. Il travaille beaucoup avec la lumière naturelle ou des lumières très chaudes quand on est sur du tungstène ou tout ça. Et il y a une vraie ambiance que j'aime beaucoup dans ces films que je voulais retranscrire dans les miens. Il faut aussi du coup l'étalonnage. Ouais, oui, c'est vrai, c'est lui. Et donc attends, du coup je voulais préciser aussi que... Vas-y. Du coup, il est sous mes directives. Ouais. Et lui, évidemment, aussi, il a son équipe technique qui va diriger sur tout ce qui va être placement de sources, d'éclairage, tout ça. Il va voir l'image. Et puis, il va me montrer. Et moi, je vais regarder, je vais dire si c'est bon ou pas. En général, j'impose mon cadrage quand même. Ouais, parce que j'impose une vision. Réalisateur. Voilà. Et à ce moment-là, bah, je dis si ça correspond à ce que je veux ou pas. Et puis, moi, je dois avoir aussi certaines connaissances techniques pour quand même lui dire. Je peux pas juste dire j'aime pas, c'est pas ça que je veux. Faut que je puisse dire, par exemple, élargis ta focale, la lumière, tu peux peut-être la dimmer, enfin tu vois, des termes techniques. Ouais. Et là, il va comprendre, c'est comme ça qu'on communique, quoi. C'est important d'avoir des connaissances techniques en tant que réalisateur. Alors, sur un tournage, il y a les acteurs et il y a le reste. Combien de personnes est-ce que ça représente à peu près ce qu'on appelle le reste? Toute l'équipe technique, etc. Combien est-ce que de personnes ça, avec la régie, etc. Combien est-ce que ça représente de personnes à peu près pour une scène assez simple, entre guillemets. Enfin, entre... Alors, ça va dépendre en fait de la complexité des scènes, en effet. Ouais. Parce que si tu es sur un dialogue entre deux personnages, dans un espace, par exemple, intérieur, clos, tu peux vraiment, en fait, par exemple, juste être 5 à l'équipe technique, comme tu peux être une centaine. Par exemple, il y a une scène dans mon film où il y a 2 personnages qui parlent. On aurait pu être 3. Il aurait pu juste avoir le réal, le cadreur et l'ingé son. Ouais. Résultat, c'est pas ce qu'il y a eu. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses qu'on ne pense pas forcément, mais tu as l'assistante réalisatrice. Ouais. Tu as la script. Enfin, là, c'était une script.
il y avait une assistante réalisatrice, il y avait la script qui était là pour noter les bonnes prises et tout. On avait les assistants cadreurs, tout ça, donc là on était au moins une dizaine sur un champ contre champ où on pourrait croire qu'il y a juste une personne ou deux. Oui, c'est vrai. Ça monte vite en fait. Chant contre chant, en fait, il y a 2 caméras et un dialogue entre 2 personnes. Donc, il y a les micros, il y a l'ingé son, il y a le chef op, etc. Juste pour une scène toute simple comme ça, il faut quand même beaucoup de personnes. Alors après, on peut le faire soi-même, mais c'est compliqué. C'est mieux quand il y a du monde pour aller plus vite. Et autre chose qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas que ceux qui vont servir à l'image qui vont être sur la scène. Parce que par exemple, admettons, on tombe dans une rue, il va y avoir ceux qui vont faire le son et l'image, mais aussi il va y avoir des assistants qui vont aller bloquer la rue pour tenter à une voiture de prendre un autre chemin pour pas passer dans le cadrage. Parce que voilà, donc c'est tout bête parfois et c'est rigolo, quoi. Il y a des tafs dans les tournages qui sont très basiques et qui paraissent anodins, mais en fait, ils sont super importants. S'il y a une pièce du puzzle qui est enlevée, c'est la merde. On la voit. Voilà, on la voit. Comme un pixel mort sur un écran 8K. Voilà. Bon, ça c'est une blague de merde. Alors, dans tes films, il y a des musiques. Bon, on va parler des amants silencieuses. Ouais. Dans tes films, notamment les amants silencieuses, il y a énormément de musique. La musique prend énormément de place dans tes films. Ouais. Comment tu fais pour trouver les musiques? Comment se passe la création des musiques, etc. Est-ce que... Enfin, je le sais, mais je vais pas le dire, c'est toi qui vas l'expliquer. Alors en fait, d'abord, ce qui est rigolo, c'est que souvent mes idées viennent sur une musique. Donc la musique va être choisie dès le début, et je vais écrire le scénario sur la musique. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup d'inspirations qui vont être par exemple Max Richter, qui est un très bon compositeur, donc je vous invite à écouter. Parce que pour des soucis de dents, on peut pas mettre des extraits. Max Richter, qui est très fort. Et d'autres compositeurs islandais dont j'arriverai pas forcément à citer leur nom. Ouais. Johan Johansson, qui est très fort aussi. Voilà, excusez-moi pour l'accent. Mais il y a beaucoup de compositeurs que j'aime beaucoup dans ce style-là. Aussi Hans Zimmer, tout simplement, qui est aussi très fort. Ouais. Voilà, qui fait pas forcément que du boom-boom. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc j'écoute ces musiques au scénario. Et souvent, elle reste jusqu'au montage, parce que je vais la mettre sur certaines scènes. Sans son, quand il n'y aura pas de son sur des scènes, je vais mettre cette musique pour être dans l'ambiance. Parce qu'il y a la synergie de l'image jusqu'à l'acteur. L'image va vraiment jouer sur la musique. Parce qu'on impose un rythme dans la balance de points, par exemple, il faut qu'elle soit fluide, autant que la musique, que le jeu de l'acteur. Comme par exemple, s'il y a un mouvement, un travelling, il faut qu'il soit lent comme la musique. Donc c'est important de mettre de la musique sur un tournage. Ouais. Quand il n'y a pas de son, évidemment. Ou alors tu le mets et au moment où tu tournes, tu coupes la musique. Et comme ça, les gens sont encore dans le truc. Ça instaure une ambiance. Et puis au montage, c'est important aussi parce que ça monte le rythme pour monter sur le rythme. Pour que le compositeur, après, il ait un tempo avec des images. Ouais. Et il va jouer dessus. Il va te proposer un truc qui sera à peu près pareil, quoi. Enfin, ouais, voilà. Tu te bases d'abord sur quelque chose. Voilà. Le compositeur après regarde et fait un truc dans le même style, dans le même rythme, pour coller au maximum à tes envies musicales. Voilà. Une envie musicale, des envies musicales. Voilà. Alors, au niveau de la post-prod, donc il y a le montage, le mixage, etc. Comment ça se passe? Je dirais que une petite blague, c'est comme faire un bébé, en fait, faire un film, parce que t'as tout ce qui est le tournage qui est plutôt rapide. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, le plus important, c'est la post-production. C'est les 9 mois de grossesse, si on veut. Qui dure beaucoup plus que 9 mois finalement. Oui, mais en général, c'est 9 mois. Ouais. Là, pour le coup, ça m'aura duré à peu près 10 mois. Et après, en fait, c'est là que ça prend beaucoup de temps. T'as tout ce qui est étalonnage, montage, mixage, composition, évidemment. Donc, je sais pas ce que c'était la question de base, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Oui, par exemple, là, il y a aussi des couilles, des trucs chiants. Par exemple, Jeanne, qui est monteuse, elle habite à Marseille, Ouais. t'habites à Paris. C'est compliqué de se voir. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça met toujours un peu plus de temps. Parce qu'il y a une distance et la communication ne se fait pas toujours. Ouais, sans disponibilité. Et voilà. Que si
si vraiment elle était là, disponible tous les jours, ça irait plus vite. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a toujours quelqu'un qui est loin, qui est pas dispo, quelque chose comme ça. Du coup, ça retarde. C'est ce qui se passe sur des projets non rémunérés. Exactement. Voilà. Mais bon, on le fait avec amour et ça c'est cool parce que Voilà. tout simplement. Ça prend du temps, mais bah, je vous le dis, ça va être bien. Je le sais, j'ai vu tout. Voilà. Ça va être génial. Ça va être touchant. Alors, je reviens sur un point qui aurait pu être cité avant. C'est au niveau du maquillage. Et un point qui peut être cité après, c'est les effets spéciaux. Donc déjà le maquillage. Comment ça se passe sur le tournage? Je pense que je vais plutôt parler de ces effets spéciaux pour finir le maquillage, si tu veux bien. Vas-y. Donc oui, dans la post-production, en fait, souvent on parle d'effets spéciaux, mais en fait, moi, pour le coup, les effets spéciaux sont faits sur le tournage. Pour peut-être après être pour être amélioré. Pour être amélioré en post-production. On a vu des scènes dans le film qui sont assez spectaculaires, où là, justement, avec des magouilles sur le tournage, j'ai pu faire certains effets directement sur le tournage. Voilà. Donc en fait, il n'y aura aucun effet visuel sur le film, à part du noir et blanc. C'est le seul effet visuel qu'il peut y avoir. Ouais. Enfin, visuel artificiel, tu veux dire? Oui, voilà, artificiel. Ça, c'est tout effets spéciaux sur le tournage. Des magouilles de cadrage. Si on met la caméra comme ça, ben on verra pas, et puis si on la retourne, on verra autre chose. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'il voulait pas parler de cette scène. Et lumière. Mais du coup, je parlerai pas de cette scène, mais en gros, c'est ça. Pour résumer dans les grosses lignes. Donc voilà, et puis aussi, alors il y a la comédienne qui a un tatouage, Hermine Granville, donc le personnage qui est Valentine, a un tatouage sur le dos. On mettra une photo là pour vous montrer. Voilà. C'est Amy. C'est Amy, la maquilleuse, qui a fait ce faux tatouage. Donc franchement, elle a pris beaucoup de temps. Elle l'a d'abord fait sur tablette graphique, après elle l'a imprimé, elle l'a mis, elle a rajouté des grains de peau pour que ça fasse vraiment imprégné comme un vrai tatouage. Et franchement, elle a fait ça plutôt bien. C'est vraiment pas mal. Ouais. Ce qui donne aussi un caractéristique au personnage qui fait qu'on sait qui c'est. Ouais. Elle a un truc en plus. Voilà. Et ce qui fait qu'elle est beaucoup plus importante dans l'histoire. Voilà. Elle a une particularité physique qui fait qu'on sait que c'est elle et que on la reconnaît, quoi. Là, t'as tout compris. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film, on va peut-être plus la reconnaître grâce à son tatouage que grâce à sa tête au début. Bon, après, une fois on reconnaît sa tête, mais le tatouage, c'est le symbole qui apparaît premièrement. Parce que c'est un peu la métaphore du film, c'est que les êtres humains sont tout comme des tableaux. Il y en a qui sont vides. Il y a des tableaux vides, ou des toiles blanches, où il n'y a plus rien à raconter, plus rien à dire. Et certaines toiles sur lesquelles, en fait, sont peints certaines choses. Tous les tatouages, en fait. C'est pour ça qu'on a voulu cette idée. Si t'inquiète, on va parler. Ouais. Alors, Les Amours Silencieuses, ton prochain film. Ouais. Quelle sera la durée du film? À peu près. La durée du film, on est sur à peu près une demi-heure. Une demi-heure, voilà. Plutôt 29 minutes. Il n'y a pas de durée exacte encore, parce qu'il y a quelques modifs qui s'appliquent là en ce moment. Encore. Donc on est sur plutôt un peu moins d'une demi-heure pour que ce soit vraiment considéré comme un court-métrage. Ouais. Et non comme un moyen. Effectivement. Le film, où est-ce qu'on pourra le voir lorsqu'il sortira? Alors il va être disponible d'abord en salle, cinéma. Donc il y a plusieurs projections qui sont prévues. À Paris notamment. Voilà, il y en a moins. J'aimerais en avoir au moins 2 à Paris, dont 2 cinémas différents. Il y en aurait un à Bagnolet normalement, si tout se passe bien. Et puis un autre plus dans le centre, vers le Christine 21, un cinéma indépendant. Ouais, ok. Puis ensuite il y aurait une projection à Marseille. Voilà, donc mon ami Jeanne Ravel qui habite à Marseille et qui a demandé. Ouais. Et puis peut-être à Chartres aussi. Et puis peut-être à Tours. À Tours, voilà, c'est ça. À Tours. Mais ça, à Tours, on n'a pas demandé encore. On n'a pas demandé du tout, mais ça peut être une idée. Ok, et ensuite... non, il n'y a rien en fait, parce que là, tu viens de répondre à toutes les questions. Ouais, bien, merci Alexandre. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ok.
j'ai posé toutes mes questions. Et voilà, pour ceux qui regardent, ceux et celles qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aller voir la chaîne d'Alexandre. Il y a quelques-uns de ses films qui sont disponibles sur sa chaîne. Et vous pourrez suivre toutes les actualités sur également son compte Instagram, si vous voulez voir. Je le mettrai juste là. Abonnez-vous à ma chaîne également, hein, c'est bien aussi. Et puis mettez un petit commentaire hein, pour l'encourager, pour aller mettre un petit pouce bleu sur la bande-annonce des Amours Silencieuses, son prochain film. Ça aidera la vidéo à être plus vue, plus... Voilà, ça 500, j'en veux 1000. Voilà, c'est bien qu'il atteigne 1000 vues. Pareil, lien dans la description, tout. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous dire salut. Et abonne-toi. Salut. Je sens sa peur, ses doutes, comme si le temps s'était arrêté pour moi comme pour elle. Cette seconde, elle dure depuis une éternité. Le temps n'existe plus. Mais tu le lâches là! T'as pas le lâches! Non mais ça va pas! Putain, tu vas faire des manioles! Casse-toi! La silhouette est cernée du nuage noir, comme si la pluie menaçait. Elle prenait du terrain pour le faire disparaître, l'engloutir. Comme si après cette brume, et après cette scène, c'était le vide.